lutter contre une espèce d'ambiance délétère. Je suis professeur de radiologie à l'université de Johns Hopkins. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Diasporama. Ce soir, il sera question de solidarité et de mouvements associatifs. Justement, comment prendre en charge ces catégories les plus vulnérables, notamment les Chibani, ceux qui vivent dans la précarité. Et aussi, nous reviendrons sur ce salon de l'emploi qui s'est tenu à la SAFEX du 21 au 27 mars dernier. Nous essaierons donc de répondre à la question ou de prendre connaissance des nouvelles dispositions, des perspectives prometteuses, justement, qui permettent aux jeunes Algériens issus de la diaspora d'investir ici en Algérie. Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons convié au débat ce soir. Alors, Madame Farouja Boukhiyar, bonsoir à vous. Alors, vous êtes secrétaire générale de l'association humanitaire d'aide aux malades et nécessiteux Akbo Soumam. Oui, bonsoir téléspectateurs. Merci pour l'invitation. Bonsoir à vous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Parmi nous également, Monsieur Yassine Afra, bonsoir à vous. Bonsoir. Alors vous êtes éducateur professionnel dans la prise en charge des personnes âgées. Vous êtes établi en ce moment en Belgique. Tout à fait. Parmi nous également, Monsieur Azdine Aïdrazala, pardon. Alors vous êtes président de l'Ensemble pour l'avenir des Grignois et aussi vous êtes dans un autre projet associatif toujours à but non lucratif. Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions dans un petit moment aussi. Bonsoir, merci pour l'invitation. Je vous en prie, bienvenue parmi nous. Parmi nous également, Monsieur Baziz Kamel. Alors vous êtes promoteur, donc vous avez investi ici en Algérie. Vous, par contre, vous faites un retour de l'immigration. Vous étiez établi en Suisse auparavant. Et là, donc, vous venez avec un nouveau projet ici en Algérie. Et vous avez donc profité d'un des dispositifs d'aide à la création d'entreprises. Donc nous allons parler de tout cela dans un petit moment. Mais avant, je commencerai par vous, Monsieur Afra. Alors vous avez un parcours plutôt contrasté, je dirais. Donc vous êtes issu de l'université de Bab Zouar, donc l'université des sciences technologiques de Bab Zouar. Et pourtant, vous vous êtes versé dans l'humanitaire depuis déjà l'âge de 17 ans. Et jusqu'à présent, votre carrière a été fleurie, je dirais, déjà auparavant, et puis par le SAMU, et puis votre passage par Paris, et puis en ce moment, vous êtes en Belgique. Alors, parlez-nous un petit peu de toute cette carrière. Quelles sont les leçons que nous pourrons justement tirer de votre carrière, de tous ces passages que vous avez faits? Ma carrière a commencé un petit peu trop jeune, et ça remonte à loin quand même. C'était en 89. Et c'était au moment où on avait permis aux gens de créer leurs propres associations, soit à caractère social ou à caractère politique. Donc, je me rappelle bien que j'étais dans le bureau exécutif, dans une association les habitants de la cité Malki, et j'étais tout jeune, c'était la première étincelle. Donc on activait super bien, mais ce qu'il y a suite à un déménagement, donc j'ai dû arrêter. Et par après, j'avais repris en 97 dans une association bien connue ici sur Alger, c'était la sauvegarde de la jeunesse, et comme son nom l'indique, en ce moment-là, pourquoi j'ai eu un penchant sur tout ce qui était social et action sociale et humanitaire? Tout simplement parce que, en ce moment-là, si vous allez sur la rue d'Alger, c'était inondé de cas sans-abri, de cas psychiatriques suite à une décennie noire qu'avait connue l'Algérie à l'époque. Et si vous voulez, tout le monde en ce moment-là avait un certain penchant dans la société algérienne pour aller aider l'autre. Ça se traduit par, peut-être par... volonté d'aider, volonté d'être présent. Ça se traduit peut-être par nos valeurs, nos valeurs de société. Et je me rappelle bien que ma première expérience par rapport à ça, c'était dans un centre de prévention et de psychothérapie. Et c'était dans le cadre de la lutte contre la toxicomanie. C'était toujours sur Alger. Et puis vint le projet du SAMU social. Le projet du SAMU social qui était lancé par, en ce moment-là, le gouvernement d'Alger. Et nous avons été engagés dans ce cadre afin d'aller récupérer les sans-abri, les héberger dans des centres d'hébergement d'urgence, puis essayer de les dispatcher un petit peu dans tous les centres d'hébergement qui puissent exister, soit sur Alger, soit dans les environs. Et il faut dire quand même que votre expérience de l'humanitaire a aussi connu une extension. Vous n'êtes pas resté que sur Alger, donc vous êtes parti aussi en Europe. Oui, je vais étape par étape.
En 2003, je pense 2002-2003, dans le cadre de mon travail sur Alger, nous avons connu un échange entre le SAMU d'Alger et le SAMU de Paris. Donc suite à ça, nous avons été envoyés sur Paris pour essayer d'échanger notre expérience. Il faut dire que sur Alger, c'était quand même assez important parce qu'on avait un terrain assez riche, heureusement et malheureusement bien sûr. Et en partant sur Paris, j'ai dû être invité à travailler avec eux pour une durée un petit peu plus longue. Et j'ai eu quand même une super expérience parce qu'ils avaient déjà plus de moyens par rapport à nous. Ils existaient bien avant nous autres. Et leur structure elle était beaucoup plus développée par rapport à ça. Ça a été un enrichissement aussi pour tout vous, à fait, sur le plan expérience, sur le plan connaissance aussi. Tout à fait, oui, tout à fait. Et par après, j'ai dû abandonner pour partir sur la Belgique. Et là, c'est tout. Alors justement, quels sont les rapports que vous entretenez avec ces catégories vulnérables? Quand on avait commencé dans ce domaine, on était un petit peu à l'état brut. C'est-à-dire qu'on essayait de régler les situations massivement. Massivement, et avec peu de techniques, bien que la formation d'éducateurs spécialisés en Algérie, par après que j'ai compris qu'il y avait quand même un petit manque par rapport à cette formation. Ici en Algérie, on essaie de former un petit peu... On essaie de former un petit peu plus de psychologues, d'orthophonistes, d'orientateurs éducatifs. Mais contrairement à ça, les éducateurs spécialisés sont peu formés, ils ne sont pas richement formés. Ça, je l'avais compris bien après. Et quand on essayait de toucher un petit peu cette catégorie de sans-abri, des gens qui vivent dans la précarité, il y avait un petit peu... genre quelques petites erreurs par rapport à ça. La technique d'approche n'était pas vraiment aussi correcte que ça. Mais par après, on est en plus d'expérience par rapport à ça, en faisant des formations. Et justement, on va revenir à vous dans un petit moment, parce que là, nous avons des images des premiers Chibani, justement, des premiers Chibani, des premières générations d'immigrés. Et justement, il y a eu un documentaire qui a été fait dans ce sens. Je vous propose un extrait, on se retrouve juste après pour continuer notre débat. Non, s'il vous plaît. Je peux mettre... J'étais là en 54, 1954, mois d'octobre. Alors à ce moment-là, j'ai personne. J'ai mon grand-père, il est vieux, et puis il travaille, et tout ça. À ce moment-là. Donc là, ce sont les Chibani. Alors, vous avez déjà travaillé avec cette catégorie de personnes. Ça se passe comment, généralement? Moi, personnellement, oui. J'avais travaillé avec cette catégorie de gens. Mais dans un cadre, en Europe, c'est dans un cadre purement légal. C'est-à-dire c'est des gens qui sont déjà résidents dans des foyers. Dans des foyers ou soit dans des maisons de repos. Mais en Belgique, c'est assez... je veux dire, c'est assez légal. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas des gens qui vivent dans la précarité et qui sont d'un certain âge. Alors, Monsieur Etrazel, vous êtes en France, par contre. Oui, justement. Donc c'est très répandu de voir des gens qui vivent dans la précarité. Ça se passe comment? Exactement, par rapport à cette population, donc les Chibani en France, c'est vrai que moi, j'ai eu un contact avec eux quotidiennement, parce que je travaille dans une structure municipale qui a vocation à intervenir ici dans l'aspect social. Donc quand ils passent dans cette structure, automatiquement ils identifient les Algériens, donc ils se présentent directement à nous pour les aider, même dans des démarches administratives. Donc c'est vrai que leurs conditions de vie sont difficiles, ils sont isolés. Pour rompre cet isolement, on essaye au mieux d'être en contact avec eux. Pour être en contact avec eux, il faut savoir où ils se trouvent, répertorier le nombre de personnes et surtout connaître leurs besoins. Et justement, vous avez des statistiques par rapport à ça? Concernant cette catégorie, franchement, c'est très difficile de savoir. Surtout qu'ils vivent dans l'exil, généralement. Ils sont dans l'exil et puis on n'a pas d'association qui s'occupe directement de leur quotidien. C'est un peu votre objectif aussi. L'objectif maintenant, aujourd'hui, donc l'association, c'est d'élargir, de faire en sorte de toucher toutes les tranches de la population algérienne, vivant en France notamment pour nous.
Donc cette population a besoin d'aide, notamment sur le plan même affectif. Parce que le fait de discuter avec eux, d'échanger, quand on fait des repas, par exemple, on les invite. Et justement, pardon, quelles sont les actions que vous portez sur terrain? Quels sont vos projets que vous avez pour les prendre en charge? Surtout pour la lutte contre l'exclusion, d'une manière générale. Pour lutter contre l'exclusion, on a deux sortes d'opérations. Des opérations, on mène des actions à la fois où il y a des repas à caractère festif aussi. Ils viennent et participent avec nous à des actions festives. On a organisé récemment sur la ville de Grigny en janvier 2018 les musicales du Maghreb. Les musicales du Maghreb, elles sont ouvertes à toutes les populations algériennes, marocaines, tunisiennes et autres. Donc ça leur permet de venir participer à ce genre d'initiatives. C'est des initiatives qui sont faites en collaboration avec la ville, avec la mairie. Ouais. Donc ce genre de partenariat avec la ville permet de mobiliser la population, de faire en sorte qu'ils participent non seulement avec nous à ces actions, et de rompre l'isolement, comme je disais tout à l'heure. Sur un autre plan, il y a le problème de la langue. On a des gens voilà, qui sont dans la difficulté de s'exprimer, de lire, de rédiger certaines demandes. Donc, sur ce cadre-là, par exemple, sur des villes, et je vous parle de la ville de Grigny, parce que c'est là où je connais un petit peu le fonctionnement, il y a un écrivain public qui intervient pour aider cette population. Ça va plus loin en fait, parce que les Chibani, dernièrement, ils ont gagné un procès contre la SNCF avec la collaboration de toute la société civile, en fin de compte. Il y a un soutien. Il y a un soutien envers cette population parce que quand c'est des causes nobles comme ça, il faut les soutenir, il faut être avec eux. Donc ce que je demande, moi, à toutes les personnes, à toutes les familles, à tous les Algériens qui connaissent des Chibani dans le besoin de se rapprocher de nous, de notre association, pas forcément sur la ville de Grigny, sur toutes les villes de France et même ailleurs, pour aider ces populations. Et il y a des projets, par exemple, d'alphabétisation qui permettent à ces personnes-là d'apprendre la langue française. Donc, même les bases de la langue française. Alors, je vais devoir juste vous interrompre un petit moment. Là, nous avons des photos. Juste, je vous demanderai de commenter, peut-être. Ces photos-là, en fait, c'était dimanche dernier. On a reçu le député de la communauté algérienne, Djemal Bouras, dans le cadre des avancées législatives qu'a connu notre pays, donc pour transmettre à la population ces avancées législatives. Donc dans le cadre, par exemple, de cette action-là, on a fait sur 2 étapes. La première étape, on a ouvert un bureau. Où monsieur le député viendra, selon ses disponibilités, mais probablement une fois tous les 2 mois, rencontrer la communauté algérienne. C'est très important de tisser ce lien avec les représentants de la communauté algérienne. Nous avons juste une deuxième photo. Si juste on peut revenir à la deuxième photo, donc on voudrait bien que vous commentiez aussi. Donc sur cette action-là, c'est l'après-midi, c'est une rencontre qu'on a organisée dans le cadre du CPA, du comité de pilotage Algérie, donc avec le député et toute la communauté algérienne qui est sur le département de l'Essonne. Elle est ouverte à tout le monde, mais ce jour-là, en fait, les gens qui se sont déplacés en masse, c'était les gens du département de l'Essonne. Il était question, en fait, des projets que vient d'ouvrir, en fait, au niveau de l'Assemblée nationale, envers la communauté algérienne. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a une possibilité d'accès au logement, dans le cadre du LPP, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a une banque qui va s'ouvrir, par exemple, en France, la BEA. Elle va s'ouvrir, je n'ai pas la date exacte, mais probablement fin 2018, c'est une banque qui va permettre aux Algériens d'avoir leur banque en France. C'est très important. Il y a d'autres dispositifs qu'on a invité le député parce qu'il est lui-même qui maîtrise. C'est lui qui maîtrise le mieux ces sujets. Il y a eu des échanges très constructifs avec la communauté. Il y a eu des échanges sur la condition, les conditions d'exercice de certaines missions des députés. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les prérogatives du député, par exemple. Ça nous a permis d'éclairer la communauté sur certains sujets. C'est très important. On peut dire que vous êtes un réel trait d'union entre les deux rives. Là, vous faites vraiment un travail de communication, d'information auprès de la communauté algérienne qui se trouve en France. Notre mode de fonctionnement, dans un premier temps, c'est de connaître les besoins de la communauté. Et pour apporter une réponse à ces besoins, on identifie les personnes aptes
à apporter des réponses. On a organisé cette rencontre, par exemple, avec le député pour tisser le lien. C'est un trait, comme vous dites, c'est un trait d'union avec les institutions, avec les représentants de la communauté algérienne. Dans un autre domaine aussi, en avril 2016, on a reçu le consul de Créteil pour rencontrer la communauté algérienne. Pourquoi on l'a reçu? Parce qu'à titre individuel, il y a des Algériens qui viennent nous voir pour discuter de certaines démarches administratives. Vous vous rappelez du lancement du passeport biométrique? Oui. Il fallait un accompagnement très très précis avec certaines personnes qui ne maîtrisent pas du tout l'outil Internet, les démarches, les documents à préparer. Donc, dans ce cadre-là, on a invité monsieur le consul. Il a discuté avec la communauté sur leur quotidien. Parce que quand on parle du quotidien, c'est toutes les démarches administratives qu'il faut faire au niveau du consulat. Alors justement, le quotidien. Alors, vous, Madame Boukhiyar, aussi, vous êtes dans le quotidien, mais cette fois-ci, vous êtes ici en Algérie. Et vous travaillez en collaboration avec des associations françaises. Et vous êtes beaucoup plus dans le domaine médical. Donc, vous assurez une prise en charge médicale, surtout dans les localités, lointaines, j'ai envie de dire, de la région de la Soumam, n'est-ce pas? Oui, donc pour notre association, pour vous donner un petit aperçu, donc notre association porte le nom de Soumam Aqbo, donc c'est-à-dire son nom est tiré de la vallée de la Soumam, terre de mémoire, d'histoire et d'avenir pour toute une patrie dont nous avons la fierté d'appartenir. Donc c'est une association caritative à but non lucratif. Elle a vu le jour en décembre 2015, donc on est encore jeune. Donc c'est-à-dire elle est née de la volonté d'un groupe désirant donner ou faire des actions à l'échelle nationale et même internationale, pourquoi pas. Donc, c'est-à-dire c'est une association à caractère humanitaire, médical, basant ses activités sur le volontariat et le bénévolat. Donc, sa spécificité par rapport aux autres, c'est que notre association a pris l'initiative de se déplacer vers les régions éloignées, vers les populations en difficulté, afin de faire un travail de sensibilisation et de dépistage. Donc, quand on est sur le terrain, on est une équipe de terrain, une équipe qui travaille réellement. Donc, on se déplace vers ces villages, vers ces populations pour faire le dépistage de toutes les maladies. Donc, on fait le dépistage de l'hypertension artérielle, du diabète, toutes les maladies chroniques. Et on fait également un volet qui est important, c'est le dépistage du cancer du sein et le cancer du col de l'utérus, qui sont les deux premiers cancers qui tuent la femme en Algérie, même dans le monde, dans certains pays. Donc, on fait un travail de sensibilisation énorme. Donc, on fait toutes les consultations. C'est-à-dire toutes les personnes, toute la population présente sur les lieux, c'est-à-dire aura une consultation gratuite, il n'y a pas de problème, mais les prises en charge sont réservées aux nécessiteux. On ne fait pas uniquement ça, on fait également c'est-à-dire l'appui et l'accompagnement psychologique des personnes malades. Et le transport gratuit des personnes aussi handicapées, des personnes, des cancéreux, etc. Donc on fait aussi le transport, la préparation d'obsèques et le transport funéraire pour les familles touchées par le deuil. Donc ce travail-là, donc quand on parle de dépistage, de sensibilisation, etc., ça demande quand même un savoir. Donc c'est à partir de cette optique que nous organisons d'une manière, c'est-à-dire périodique, des séminaires, des conférences, afin de former notre personnel. Voilà. Alors vous travaillez... D'accord. Alors voilà, là on me dit que nous avons un insert téléphonique, nous avons quelqu'un au bout du fil. Au fait, aujourd'hui, nous avons choisi, si vous voulez, de rendre hommage à l'une des figures de la télévision algérienne, surtout la RTA, donc radio-télévision algérienne de l'époque. Il s'agit de Mohamed Hamzart, qui lui est décédé malheureusement en 1995 dans des conditions inhumaines dans un jardin parisien. Et parmi nous, au bout du fil, Monsieur Yahyaoui, qui est artiste peintre et qui a justement connu le défunt, et nous voudrions avoir un témoignage par rapport à cela. Monsieur Yahyaoui, bonsoir. Bonjour. Bienvenue à vous, merci d'être avec nous au bout du fil. C'est moi qui vous remercie de m'inviter à témoigner. Alors ce soir, il est question donc de parler de prise en charge de ces catégories qui vivent un petit peu dans la précarité en Europe et à l'étranger justement. Et nous avons décidé ce soir donc de rendre hommage à Mohamed Hamzart. On voudrait justement avoir votre témoignage par rapport à ce réalisateur qui a fait beaucoup de documentaires, notamment sur les différents millénaires d'Alger, d'Algérie, etc. Moi, j'ai connu Mohamed Hamzart dans des circonstances difficiles pendant la décennie noire en Algérie, mais je ne dirais pas qu'il a eu ce geste par rapport à la précarité,
Parce qu'en fait, je l'ai connu avec Smaïl et Jafar qui sont venus chez moi, le poète Smaïl et Jafar, ils sont venus chez moi à mon atelier dans le 14e arrondissement. Et puis, j'ai fait sa connaissance. En fait, je connaissais le réalisateur parce que j'avais vu un documentaire de lui, La Casbah d'hier et d'aujourd'hui, où moi je travaillais sur une installation sur la Casbah. Et puis, voilà, là, nous sommes en train de découvrir quelques images de ce documentaire duquel vous êtes en train de parler. Oui, allez-y. C'était un homme qui s'intéressait beaucoup à l'histoire et au patrimoine du pays, à l'identité aussi du pays. J'avais des échanges très très fructueux et puis c'était un homme très 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 passionné par l'histoire. Et il y avait beaucoup de choses qui jouaient justement à ce moment-là. On était vraiment très 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 mal. On était dans une situation assez difficile. Nous vivions continuellement dans le deuil. On apprenait beaucoup de nouvelles d'Algérie où on assassinait justement énormément de nos amis, enfin notamment des amis aussi à Mohamed Amzert. Et il y avait, je pense, aussi quelque chose qui l'a beaucoup affecté. Il y avait la mort de Zinad qui est mort en avril. Et en mars, juste avant, il y avait l'assassinat de Ahmed Asla et son fils à l'école des Beaux-Arts d'Alger. Il y avait beaucoup de morts à ce moment-là. Et puis on se voyait, justement, il y avait Nabil Faras qui était avec nous. Et ce n'était pas d'ailleurs un hasard qu'on avait trouvé dans sa valise après, qu'il avait préparé un scénario qu'il avait appelé, qu'il avait intitulé Boualem, pas de chance. Alors justement, M. Yahyaoui, parlez-nous des œuvres de Mohamed Amzert, justement. Les œuvres, justement, il avait fait des documentaires. Il avait fait un documentaire sur la Casbah. Il avait aussi fait un documentaire qu'il avait présenté au festival de Douarnenez et qui est sur la civilisation amazigh. Et puis il avait aussi travaillé sur pas mal en fait, il avait réuni beaucoup d'images sur l'identité amazigh, parce qu'il était trilingue. Il parlait aussi bien le français que l'arabe et le kabyle. Donc c'était un homme de culture. Donc et donc voilà. Donc il avait, il avait pas mal, mais je connais pas très bien tous ces documentaires, mais ceux que j'ai vus moi, donc voilà, il avait ce documentaire sur la Casbah, le documentaire sur la civilisation amazigh, et puis il avait aussi beaucoup, c'est ça qui nous a étonnés d'ailleurs tous, et je souligne que nous lui avons rendu un hommage avec Nabil Faras, qui avait écrit une pièce de théâtre qu'il avait intitulée La peau de l'autre, pour laquelle j'ai fait la scénographie, et voilà, donc il était assez proche que je lui avais présenté d'ailleurs Nabil Faras. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup Kamal Yahyaoui pour votre témoignage. Je rappelle, vous étiez avec nous à partir de Paris. Merci encore une fois. Alors je vous laisse apprécier quelques images. Je vous laisse apprécier dans quelques images du documentaire Casbah d'hier et d'aujourd'hui. On se retrouve juste après. بطبيعة الحال رايحة تكون ثقل على الأسس، والدفع رايح يكون من أعلى لأسفل بطبيعة الحال. كما هو معروف في البنيان رايح ينفجر، أو الدفع يكون أيضا من ناحية الخارج. وهذه كثير منها نوجدوها أيضا في القصبة ونوجدوها في مدينة الجزائر. القصبة بعد قدوم العثمانيين للجزائر نوجدوا باللي تحولت الى ثكنه عسكريه، ان كازيرن قبل ما يبنيوا لا كازيرن.
Voilà, donc c'était quelques images du documentaire de Mohamed Hamzat intitulé donc La Casbah d'hier et d'aujourd'hui, pardon. Alors, Monsieur Baziz Kamel, on revient à vous. Alors, vous revenez de Suisse. Faites compte, vous revenez avec un nouveau projet. Vous avez bénéficié de l'un des dispositifs d'aide à la création d'entreprises, l'ANSEJ particulièrement. Alors, parlez-nous un petit peu de cette expérience. Comment ça s'est passé pour vous? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Voilà, en effet, donc je suis né à la frontière suisse, hein, en France, à la frontière suisse. J'ai travaillé sur la Suisse. Donc, l'expérience justement que j'ai pu acquérir en Suisse, j'ai voulu la ramener en Algérie. Voilà, au jour d'aujourd'hui, la société CMCP Baziz construit des chalets préfabriqués. Nous avons deux sortes de chalets. Nous avons des chalets en bois préfabriqués, nous avons des chalets en panneaux sandwich. Voilà. Donc, j'ai eu la chance, justement, de pouvoir passer par un dispositif ANSEJ. Hein, qui dit ANSEJ ne dit pas spécialement financement. Parce que les personnes voient ANSEJ, on voit directement le financement. Le dispositif ANSEJ, justement, nous aide aussi dans tout ce qui est exonération fiscale. Hein, donc, qui est très intéressante aussi pour les startups, particulièrement donc ceux qui démarrent. Exactement, justement. Parce que quand on est sur des marchés quand même qui chiffrent avec des chiffres assez importants. Donc, qui dit exonération fiscale, ça nous laisse justement un certain temps pour se mettre en place. Nous, personnellement, au jour d'aujourd'hui, j'ai eu un retour sur investissement en l'espace d'une année. D'accord. Une chose que... Surtout que c'est un projet innovateur, il faut le dire. Exactement, justement. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, ce retour sur investissement, je ne l'aurais jamais pu l'avoir, que ce soit en France, en Suisse ou dans n'importe quel pays du monde. Il faut appeler un chat un chat. Donc... Est-ce qu'on comprend par là que c'est un encouragement que vous faites pour la diaspora, pour les jeunes à venir investir ici? Exactement, justement. De là, j'encourage les jeunes Algériens établis à l'étranger, à venir investir en Algérie. Il faut oublier les idées reçues. On nous dit en Algérie, vous allez avoir des blocages administratifs, la bureaucratie. Personnellement, je me suis rendu à l'antenne de Béjaïa, à l'ANSEJ. J'ai pu créer mon dossier en l'espace de 6 mois. Tout s'est très très bien passé. Donc, certes, on court un peu, hein, comme tout dossier, même en Europe ou en France, lorsque vous partez sur un crédit bancaire ou bien sur des aides étatiques, hein, on court aussi. Donc, personnellement, je n'ai pas vraiment eu d'entrave administrative, bien au contraire. On a été accompagnés. En l'espace d'une année, on a quand même réussi à travailler avec la plus grande entreprise privée d'Algérie, qui aujourd'hui est mon premier client. Hein. On a réussi aussi à rentrer avec la plus grande entreprise publique algérienne. Hein. Donc, comme je vous le disais, l'Algérie est un marché porteur, avec un retour d'investissement rapide. Voilà. Et voilà, j'encourage donc nos concitoyens à l'étranger. Alors, M. Baziz, dernièrement, vous avez assisté au Salon de l'Emploi. Vous avez participé donc au Salon de l'Emploi qui s'est tenu à la SAFEX. À votre avis, ce genre de manifestation, que peuvent-elles apporter de plus, particulièrement aux start-up comme vous? Justement, donc la foire qui se tient actuellement, la foire Salem justement à Alger, à la SAFEX, nous a permis justement de rencontrer d'autres promoteurs comme nous. On a pu signer certaines conventions avec d'autres promoteurs. Comme nous sommes sur certains projets de maisons en bois écologiques. Donc de là, j'ai pu signer des partenariats avec des personnes qui travaillent dans le liège, donc qui rentrent totalement en symbiose avec ce que nous faisons nous-mêmes. J'ai pu signer des conventions avec des personnes aussi dans le solaire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on nous demande justement comment dirais-je, des cabines spéciales pour les régions reculées. On nous demande du panneau solaire. Donc de là, j'ai pu rencontrer certains promoteurs aussi issus de l'immigration, hein, qui étaient dans le solaire. On a signé un partenariat.
On a eu une promesse du ministère de la Jeunesse et des Sports justement pour avoir 200 chalets à qui je vais proposer justement du solaire. Voilà, donc que de très très belles collaborations entre vous et les autres entreprises. Exactement. Et justement, notre collègue Badiha Amrani est revenu sur cet événement. Je vous propose donc de redécouvrir un petit peu le salon de l'emploi qui s'est tenu à la SAFEX. On se retrouve juste après. Pas moins de 60 micro-entreprises créées par des ressortissants algériens à l'étranger ayant décidé le retour en Algérie sont présentes au Salon national de l'emploi. C'est à l'exemple de Adel qui évoque sa grande ambition de servir son pays et de mettre en pratique son projet consistant en la fabrication de produits alimentaires bio. الحمد لله وزارة العمل عاونتنا باش نرجعوا لبلادنا pour donner un petit peu cette connaissance qu'on a pu éventuellement acquérir à l'étranger. Donc le but de notre société, c'est de travailler sur l'alimentation de demain. Nous نخدموا باش نعطيو des produits aux consommateurs 100% naturels. À l'instar de Adel, d'autres jeunes ont investi différents domaines productifs, et ce, grâce à l'aide qui leur est accordée par l'État. جيت الكونسيبت تاع la Suisse. دركا on le fait هنا في الجزائر. On l'a fait مع l'aide de l'ANSEJ, تاع l'ANSEJ. Voilà, حنا نديرو tout ce qui est chalet pour les campings, pour le tourisme. Depuis que je suis petit, نحب البلاد نتاعي. Donc je voulais ramener le savoir-faire de la Suisse à Jazaïr. J'étais à l'étranger, je travaillais dans le domaine des flexibles. J'ai eu l'idée de venir et d'installer des ateliers mobiles en Algérie car ils sont inexistants. La CNAC m'a beaucoup aidé. Je vivais à Londres, je suis revenue en 2014. J'ai décidé de créer une entreprise. J'ai traduit l'idée sur le terrain grâce au soutien de l'ANSEJ. Tous ces jeunes ont réussi certes, mais leur participation au développement économique reste tributaire des plans de charge et des marchés décrochés. Leurs préoccupations sont ainsi soulevées. Je demande au gouvernement et à l'État de nous aider. Nous avons 20% du marché public. Nous aimerions bénéficier d'un peu plus de soutien. Il est vrai qu'il y a des jeunes qui n'ont pas bénéficié de marchés publics, mais d'autres si. Nous essayons toujours d'aider ces jeunes d'accéder à ces marchés. J'ajoute que le cahier des charges des marchés publics est en phase d'élaboration. Exposer ainsi ces expériences réussies des jeunes permet de montrer la voie à d'autres porteurs de projets parmi la jeunesse algérienne. Voilà, c'était donc un retour vers le salon de l'emploi qui s'est tenu du 21 au 27 mars dernier au niveau de la SAFEX. C'était une couverture de notre collègue Badiha Amrani. Alors, Monsieur Eid Razala, à travers le comité de pilotage Algérie dans lequel vous-même vous êtes coordinateur, comment avez-vous transmis donc toutes ces nouvelles dispositions au profit des jeunes Algériens, notamment les jeunes Algériens issus de la diaspora, pour revenir ici en Algérie et de toutes les nouveaux dispositifs desquels ils peuvent bénéficier pour investir ici en Algérie? Par rapport à ces dispositifs et par rapport à l'encouragement des jeunes entrepreneurs algériens et à l'instar de notre ami M. Baziz. C'est un bel exemple. Hein. Franchement, c'est un très très bel exemple. Et j'encourage beaucoup les jeunes entrepreneurs à suivre cette démarche et mettre fin aux idées reçues par rapport aux entraves administratives et au blocage. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes Algériens qui veulent revenir en Algérie, investir et acquérir des marchés. L'Algérie aujourd'hui ouvre ses portes pour ces marchés dans deux dispositifs, l'ANSEJ et le CNAC aussi. Donc ces dispositifs vous permettent, comme disait notre